Un matin, on se lève différemment. Sans raison, tout a changé. C'est peut-être un soleil né dans la nuit qui nous offre le choix des couleurs. C'est peut-être une petite voix qui s'invite à notre table et promet de ne jamais nous quitter. Ou encore, un petit air entraînant qui fait dévier notre route par bonheur. Alors, on est prêt à refaire le monde. En fait, c'est pas si compliqué. Il suffit d'un éclair qui nous dit « Le changement, c'est pas les autres, c'est moi. » Lors des épisodes précédents, après avoir été renversés par l'état inquiétant des fondations de leur maison, les citadins ont dû recourir aux connaissances d'experts pour assurer leur sécurité. On n'a pas de budget. Vraiment, notre limite, c'est le budget. Sur leur conseil, ils ont consolidé la structure, refait les fondations et enlevé la brique extérieure. Parallèlement, ils ont classé tous les matériaux réutilisables. Ils sont aussi partis à la recherche d'autres matériaux récupérés pour les phases ultérieures de l'expérience. Avec encore 9 semaines et ce qu'il reste du budget de 15 000 $, les citadins doivent plus que jamais faire preuve de débrouillardise et d'ingéniosité. Une plaine, 78 3/4. Excellent, on t'arrange ça. Qu'est-ce qu'on pense utiliser comme surface de plancher? On ne sait pas encore, mais ça s'enligne vers du bois. Exactement quelle sorte de bois, on n'est pas sûr, parce qu'on voudrait poser une matière qui est déjà finie. On voudrait se sauver l'étape de la finition en même temps, étant donné que l'échéancier, ça roule vite, le temps roule vite, le temps file. On voudrait essayer de sauver l'étape de la finition. À l'origine, ça devait pas être visible, donc ça correspondait bien, le revêtement qui est pas terrible disparaissait après sur le plancher. Il se trouve que ça va peut-être devenir le plancher final, donc voilà, mais toutes ces portes-là, en tout cas, remplissent bien leur fonction rigide de soutenir les gens. Tu es ton coin? Non. Mais esthétiquement, c'est pas mon truc, mais... Ah, disons que les portes sont gonflées, les portes... Mais sinon, sur le principe, utiliser des matériaux détournés, bruts, visibles, ça, je trouve ça plutôt bien. C'est notre dernier bout. C'est le dernier bout. Après ça, on est les 2 pieds sur quelque chose d'horizontal. Là, je suis crevé. J'en ai vraiment ma dose. Et là, ouais. C'est vraiment cool, ça. C'est ça. Avec la pose du sous-plancher, on sort vraiment du cauchemar des fondations et des gros travaux de structure. Ça va, nous donner une surface plane sur laquelle travailler, sur laquelle marcher. On n'aura pas à enjamber 1001 obstacles pour travailler.
Ça, c'est à voir, ça dépend si on se ramasse ou pas. Ça peut être le même problème. Mais oui, ça va faire du bien à l'esprit, surtout que c'est des portes blanches, là, ça va éclaircir énormément les lieux de travail. Distance, c'est moins. Hélas, leur bonne humeur n'était pour moi qu'un paravent. De l'autre côté se cachait la déception d'un départ contrariant et le désir d'oublier des revers difficiles. Je souhaitais me tromper, mais l'harmonie semblait menacée. Ce qui est super important maintenant, c'est qu'on reprenne notre échéancier, dont on a un petit peu parlé, on l'a un petit peu élaboré, mais c'est quand même assez flou. Il faut qu'on parle de ça, il faut qu'on parle en parallèle budget, absolument, parce que là, ça devient... Faut pas juste qu'on parle, faut qu'on décide. Le manque de prise de décision, c'est causé par quoi? Je suis pas capable de mettre le doigt dessus tout de suite. C'est une question de 5 personnes qui ont jamais travaillé ensemble, qui ont 5 façons de travailler. Je le sais pas. Je ne sais pas c'est quoi. À plusieurs reprises, j'étais sûr qu'il y avait une couple de décisions de prise, puis en fin de compte, 2 semaines plus tard ou 1 semaine plus tard, où ça revient sur la table. Je ne sais pas c'est quoi. Je voudrais qu'on valide ce point-là. Si, dans les 2 jours qui suivent, on ne trouve pas un lampadaire en acier, on l'oublie? Est-ce qu'on est d'accord? On a déjà de la structure pour le faire en plus. Bon. On a des tuyaux high pressure. J'aimerais ça qu'on vote. Ouais. Puis que ça soit clair. J'aimerais juste lui laisser un petit peu plus de chance au lampadaire. On peut pas être plus que 3 jours. Si Ouais, dans 3 jours, mais on l'a pas... Je vais passer le soir, OK. le midi. Je suis pas d'accord. Idéalement, là, Je suis pas d'accord. faut le faire. On t'envoie, Idéalement, il faut le faire, mais... après cette réunion, on t'envoie demain matin. Pas après le travail, ici, dans le noir, je vais les voir, non. C'est priorité. Parce que Vraiment, si comme là, élément ce matin, vider la chapasse. on fait livrer demain. Enlever ces trucs-là, j'en ai marre. Puis là, on va commencer à débroussailler plus vite. L'acier, c'est priorité. Autant les poitrails, les pièces à souder. Normalement, on va dessiner des plans, puis on achète les matériaux, puis on réalise ça. Mais ce qui se passe là, c'est qu'on dessine des plans avec cette idée que les matériaux qu'on va trouver vont pas être des matériaux standards, puis on cherche les matériaux, qui finalement sont pas forcément les matériaux qu'on pensait trouver. Donc, faut réaliser, mais ça revient un peu à la conception parce que... Puis tout ça se mêle, et ce qui fait que le processus n'est pas normal. Une certaine tension était désormais palpable. Mais combien de frustrations chacun avait-il muselé jusqu'ici? Malgré eux, la fatigue révélait leurs différends. J'espérais sincèrement qu'ils arriveraient à éviter un conflit ouvert, encore plus néfaste. Certaines proportions, j'ai simplifié encore ici, mis plus de briques. C'est dans cette voie-là que j'essaie de proposer et qu'on mette les cercles ensemble. Parce que c'est les cercles que je trouve désharmonisent énormément cette façade-là. Mais tu veux les mettre à l'arrière? À l'arrière, les deux ensemble. Ok, est-ce que tu as une élévation de l'arrière? Pas encore, mais j'étais rendu à cette... Je me suis blessé à la cheville. Je pouvais pas aider sur le chantier, mais j'ai roulé les plans, comme j'ai jamais roulé des plans de ma vie. Et puis ça a été une bonne chose aussi. C'est sûr, on a des plans à sortir, il y a du travail de bureau à faire. Alors, ils passent beaucoup de temps à faire des téléphones, à faire de la recherche, à finaliser des croquis et des plans qu'on doit soumettre de toute façon. Mais ça prend plus de temps que prévu aussi. Je pense qu'on avait en tête quand il s'est blessé, on pensait qu'il allait revenir un peu plus vite. Vincent et moi, on travaille sur le système de filtration d'eau. Comme vous savez, ça fait quelque temps qu'on en parle. C'est pas réglé encore, mais ça serait espace versus temps versus combien de toilettes on a besoin, etc. Et l'argent, j'imagine qu'il y Et a l'argent une que ça question de budget représente. Oui. On a 2 systèmes de toilettes
Tu vois, on avait une toilette qui fonctionne avec le lavabo, l'autre avec le bain. Et là, c'est 2 projets parallèles. Est-ce qu'on a le temps de faire les deux? C'est ça la Ça question. nous coûte plus d'argent de faire les deux? Est-ce qu'il ne faut pas faire un choix et dire Moi, je trouve l'exercice super intéressant, puis il faut le faire. de choisir ou d'avoir D'avoir les toilettes, mais pour moi, c'est pratiquement infaisable de foutre les 2 systèmes en parallèle. Au niveau du temps, de l'argent qu'on a, je pense que l'exercice doit se faire sur une. Elles peuvent pas être alimentées par les deux? Ça, c'est idiot. Pour l'instant, on essaie de prendre nos décisions à 5. On n'essaie pas encore séparer le travail. On va le faire à terme, mais c'est pas encore quelque chose qu'on veut faire maintenant parce que, on veut lancer les grandes lignes dans cuisine, salle de bain, revêtement, tout. On veut lancer les grandes lignes à 5. Puis après, une fois que ce sera pas mal décidé, on sépare le travail et là, chacun fait son truc, puis on va pas décider pour tout le monde. Mais tant qu'on en est là au début et à la conception, on ne veut pas partager le travail parce qu'après, ça va faire des choses qui n'auront aucun lien les unes avec les autres parce que chacun aura pensé à quelque chose, puis ça ne marchera pas ensemble. Je veux juste nous mettre le point sur le fait qu'on va très bientôt parler revêtement. Toujours le dernier. Très bientôt. Intérieur. Et qu'on se mette d'accord sur les fenêtres et les portes super rapidement aussi. Oui. Et parce que tout va s'enchaîner. C'est là. Travail de l'acier. J'y vais. On monte un atelier métal, on a le local, on a tout. Excellent. Ok. Montréal, quartier Sainte-Marie, non loin de la maison des citadins. Alors, on a plusieurs contraintes avec ce projet. L'espace étant un problème fondamental. On n'a pas d'espace pour installer des matériaux pour l'instant à l'intérieur de la maison. Alors, en faisant le tour du quartier un peu, on a vu une pancarte d'un endroit à louer. Et puis, pour le temps qu'il nous reste, c'était très abordable et on pouvait se permettre de dépenser cet argent-là parce qu'on en a besoin. Sinon, on est bloqué au niveau du chantier. Dans notre nouveau local, au rez-de-chaussée, on a entreposé tous les matériaux qu'on a récupérés durant les dernières semaines. Là, on est capable de trier tout ce qui est bois, métal, autres, pour pouvoir ensuite bien s'organiser là-dedans, dans notre tête, dans nos designs et travailler ces matériaux-là. Nouvel espace, c'est génial, c'est super grand. On a enfin de la place, là on se sent tassé dans notre petit garage, donc là on a le stock qui va être donc au rez-de-chaussée, et là en sous-sol, ça devient notre atelier, mais au moins on a vraiment la place de travailler, et puis la matière pas loin, donc le stock juste au-dessus. On a eu provisoirement accès à l'atelier de l'UQAM, donc ça nous a bien dépanné, mais là on avait besoin encore de travailler, de pouvoir travailler le métal, le bois, donc on avait vraiment besoin d'un atelier qui puisse nous suivre pendant toute la durée du chantier pour pouvoir travailler en parallèle, avancer sur l'équipement intérieur de la maison, tous les systèmes d'eau, d'énergie, l'élaboration du mobilier, toutes les petites pièces qui viennent se greffer sur la maison, qui, elle, avance de son côté, elle aussi. Alors, on a divisé le bois qu'on a pu récupérer de la maison. On l'a classifié. On a des plaintes, on a des moulures, on a des portes. On a toutes les lattes de bois, ainsi que des planches du garde-robe qu'on a récupéré avec toutes les couches de papier peint qui représentent toutes les époques dans les 100 dernières années. Ça va venir jouer sur l'esthétique intérieure. Là, les idées commencent à se développer. L'or bleu est une métaphore de l'eau qui rappelle à quel point elle est précieuse. À quel point aussi, un jour, elle deviendra peut-être une monnaie d'échange. Mais l'eau est le berceau de la vie, et nous en avons besoin comme d'une partie de nous-mêmes. Hélas, elle est inégalement répartie entre les êtres. Certains continents meurent de soif pendant que d'autres nagent dans l'abondance. C'est ce déséquilibre qui tourmente ma conscience. Dans chaque goutte d'un robinet qui fuit, on peut voir le reflet du monde. Lorsque nous ne faisons rien, nous nous moquons de tous ceux qui ne disposent pas de notre inestimable fortune. Nous produisons en moyenne ici à chaque jour environ 900 000 mètres cubes d'eau. Chantal Maurras,
directrice à la production de l'eau potable, Ville de Montréal. Nous avons une eau brute d'une excellente qualité, du fait que nous puisons l'eau au milieu du fleuve Saint-Laurent, à 600 mètres donc de la rive, directement dans le fleuve, juste à l'amont des rapides du canal Lachine. Nous avons une eau qui est bien oxygénée, qui a très peu de matière, et donc une eau facile à traiter. Après un premier tamisage, l'eau est acheminée vers de vastes bassins, où elle est filtrée par un lit de sable et de silice. Ensuite, elle est stérilisée à l'ozone. L'ozone est un désinfectant très puissant. Alors, nous produisons de l'ozone que nous appliquons ensuite dans des bassins d'eau à l'aide de diffuseurs poreux qui, par des microbules, nous amènent à désinfecter l'eau. Et juste avant de distribuer l'eau vers les citoyens par le réseau de distribution, nous ajoutons du chlore au moment où l'eau quitte l'usine de filtration. Nous, on a la chance d'avoir une eau qui nous coûte relativement peu cher à produire. On parle d'à peu près 22 cents le mètre cube à Montréal, alors qu'on a des coûts de production qui dépassent le dollar dans beaucoup de villes en Europe, en France en particulier. Frédéric Lasserre, directeur de l'Observatoire de recherche internationale sur l'eau, Université Laval. On utilise beaucoup d'eau à Montréal. Au Canada, c'est la ville qui a un taux d'utilisation apparent par personne qui est le plus élevé. C'est de l'ordre de 1200 litres par jour et par personne. Pour expliquer cette consommation apparente si importante à Montréal, il faut penser qu'il y a pas mal de pertes en ligne. Les aqueducs municipaux dans la région de Montréal sont vieux, il faut les remplacer. Il y a beaucoup de fissures, des débris d'aqueducs. À moins d'agir, des experts estiment que d'ici moins de 20 ans, 67% du réseau d'aqueducs de Montréal sera hors d'usage. Cependant, d'autres facteurs expliquent aussi la surconsommation en eau potable. Mais on a aussi grand nombre d'industries, grand nombre de commerces, grand nombre d'institutions dont on ne connaît pas aujourd'hui de façon précise la consommation. Nous, on travaille dans une industrie de photofinition, c'est-à-dire qu'on finit les films de clients. On utilise pour ça beaucoup d'eau pour nos opérations. Ghislain Dumas, directeur technique, entreprise Les Pros de la photo. Avant qu'on soit en boucle fermée, jusqu'en 1998, on utilisait directement l'eau de la ville de Montréal, l'eau de l'aqueduc, pour refroidir nos unités d'air conditionné. Ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait passer l'eau à travers des compresseurs des unités d'air conditionné. Puis cette eau réchauffée-là nous servait en partie à nos opérations. L'autre partie était envoyée à l'égout. Avant la conversion de son système de climatisation, l'entreprise consommait 400 litres d'eau potable à la minute. Aujourd'hui, bien qu'elle ait doublé sa capacité de production, elle ne consomme plus que 25 litres à l'heure. Écologiquement, c'est complètement ridicule de consommer tant d'eau pour refroidir des unités d'air conditionné. Malgré le virage écologique emprunté par certaines entreprises, plusieurs détournent encore chaque année des milliards de litres d'eau à des fins de climatisation. On en a réduit à formuler des hypothèses dans la mesure où il n'y a pas eu d'enquête approfondie pour savoir quels étaient les auteurs de cette surutilisation de l'eau. Ce qui est un peu rassurant, ou en tout cas encourageant, c'est que vraisemblablement, il y a un potentiel d'économie très important au niveau des entreprises, des commerces, dès lors qu'on va mettre en œuvre une politique de contrôle plus rigoureuse. Depuis 2005, la Ville de Montréal envisage la possibilité d'installer des compteurs d'eau dans les établissements industriels et commerciaux de son territoire. Thomas Mulcair, ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, gouvernement du Québec. On a une drôle de situation ici au Québec. On est tellement riche en eau qu'on n'a jamais fait attention à l'eau. C'est considéré normal au Québec que beaucoup de municipalités fournissent de l'eau sans même qu'il y ait de compteurs d'eau dans les résidences, voire même dans les industries, les commerces ou les institutions. Donc, ça incite énormément au gaspillage. On n'a qu'à regarder les études qui ont été réalisées à chaque fois qu'on instaure un système où il y a des compteurs. Les gens font beaucoup plus attention à leur consommation. La solution des compteurs d'eau peut parfois être pertinente du côté des grandes industries, surtout quand il y a des usages inappropriés de l'eau.
Louise Vandelac, professeure titulaire à l'Institut des sciences de l'environnement, Université du Québec à Montréal. Plutôt que d'investir du côté des compteurs, si on investissait du côté de l'écologie industrielle, si on investissait aussi au niveau d'un dispositif normatif qui interdise des usages totalement inappropriés, je pense qu'on pourrait arriver à peu près au même résultat. L'eau n'est pas une ressource, effectivement, qui est gratuite. Donc, c'est aussi la responsabilité de chacun de mesurer son usage de l'eau pour, ne serait-ce que par civisme, pour réduire cette facture globale. La question de l'eau est une question extrêmement importante et c'est à l'échelle du monde une question très, très importante. On estime que les 2/3 des personnes dans le monde auront des problèmes d'approvisionnement en eau de qualité en 2025 sous l'impact des changements climatiques. Le Québec est la plus grande province au Canada. Pour le situer un peu, le Québec lui-même est 3 fois plus grand que la France. Le Québec, c'est plus d'1 million de lacs. Il y a tellement de lacs au Québec qu'on a abandonné toute velléité de les nommer tous. On a plus de 5000 rivières ici. Et pourtant, on a seulement 7 millions de population. Ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire que notre population représente en gros 1/1000 de la population de la Terre. Et cette population dispose de 3% de l'eau douce renouvelable de la planète. Donc, ça donne une idée de la taille de nos ressources, mais aussi de nos responsabilités, pas seulement localement, mais ça a un effet au niveau de la planète. Dans la plupart de nos décisions, nous abordons la réalité au premier degré. Elle semble évidente et tombe sous le sens. Par contre, d'autres poussent la réflexion plus loin. Poursuivant une sorte de vocation, ils partent en croisade pour la cause qu'ils estiment juste, avec pour seule arme leur connaissance pacifique. I was born in 1936, and all I remember as a child was going fishing with my father. We wouldn't hesitate to drink out of any river or lake that we went, either in British Columbia or in Ontario, where I grew up. We just drank the water. David Suzuki, scientifique, environnementaliste et communicateur. People are now paying in cities. They buy a bottle of water. They pay more for that water than they pay for gasoline to put in their cars. And we're not going, what's going on here? This is crazy. We are a wonderful country with all of the waters and the lakes and rivers, and we can't even drink the water, and we're worried about the fish that we can eat. We'd better put this together and realize that we can't go on this way. It's crazy. Now we've become big city animals. And in a city, it's easy to think we're not like other creatures. We don't need nature. We build our own habitat. And it becomes easy then to believe our leaders who say, it's the economy. If the economy is strong, then we can afford garbage service and sewage and clean water and all of the things that we take for granted. It's because of the economy. Well, this is crazy. I mean, when you turn on the lights, it's not the economy that delivers the electricity, it's nature. When you take garbage, put it on the curb, it's not garbage people that take it away, it's Mother Earth that we dump that garbage into. When you flush the toilet, where do you think it goes? Same when you turn on the tap, the water is coming from the earth. But if we continue to think that it's the economy that serves everything, then we continue to be out of kilter with the environment. I have 3 grandchildren, and they never asked to be born. But I know that when they call me all the time and ask me to take them fishing, I can't take them fishing where I went as a boy. Because where I went as a boy, there are no fish anymore. I can't tell you how much that makes me weep at night. That's not responsible. It's such a failure on our part to receive the world from our ancestors. Our obligation was to pass that world on to our grandchildren in the same way, but we haven't.
M. Laberge, bonjour. Bonjour. J'ai ici une copie des plans tels que réalisés à ce jour. Ce matin, il se passe un truc assez important. Il y a l'architecte de la ville de Montréal qui vient visiter notre maison, puis il vient voir là où on est rendu et il vient nous donner son accord sur ce qu'on a fait là. Donc on est assez inquiets parce que on veut son accord, on en a besoin. On ne peut pas faire sans. Donc on croise les doigts pour que ça se passe bien. Nous, en fait, au service de l'urbanisme, ce qu'on va avoir à gérer dans ces plans-là, c'est essentiellement l'extérieur. On s'assure que ça s'harmonise avec le secteur et que ça respecte finalement le patrimoine et puis l'héritage de cette maison-là. Jean Laberge, architecte, Ville de Montréal, arrondissement Ville-Marie. C'est quand même un petit bâtiment qui a conservé beaucoup de ses caractéristiques d'origine, en façade du moins. La corniche dans le haut en particulier, les fenêtres, les ouvertures sont pas mal d'origine, sauf celle du bas qui a été élargie à une époque. Alors ça, c'est des éléments qui sont intéressants à conserver, y compris la poutre de bois qui est au milieu de la façade. C'est quand même quelque chose qu'on voit pas souvent. En plus, il y a une valeur de rareté à ce bâtiment-là. Alejandro, il est complètement tendu par cette affaire-là. Ça le crispe au plus haut point. Là. Il est vraiment inquiet de savoir comment ça va se passer. Je sais pas, il a pris comme la responsabilité de cette affaire-là. Puis j'espère pour lui que ça va bien se passer parce que je sais pas comment on va le récupérer après sinon. Comme vous pouvez le constater, dans le haut de la porte, il y a une imposte que vous ne semblez pas récupérer ici ou quoi que ce soit. C'est assez caractéristique des bâtiments de cette époque-là. Puis ça donne un élan vertical qui peut être assez intéressant. Maintenant, je comprends que la fenêtre existante qui est là va être récupérée. On aimerait bien faire tout ce qu'on peut pour la parce que c'est quand même un élément qui est d'origine puis qui a été conservé avec toutes ces années-là. C'est assez exceptionnel. Au niveau de l'authenticité, ce serait préférable de trouver la même fenêtre en bois avec les petits carreaux comme ça. Parce que la partie qui serait le vestige, si on veut, ou le témoin de l'époque ancienne, pour être uniquement la façade. Mais sur le côté, puis à l'arrière, on peut se permettre une plus grande liberté. Puis c'est ça tout à fait correct au niveau conservation du patrimoine. Là où il intervenait plus, c'est vraiment la question des fenêtres, la question des portes, la question du langage d'origine patrimoniale, si on veut, là, historique. Et la toiture, laisser l'égouttement se faire naturellement ou... On a déjà trouvé quelques extrusions d'aluminium qu'on pouvait récupérer comme gouttière. On allait acheminer jusqu'à un baril de récupération à ce niveau-là ici. Monsieur Laberge connaissait les contraintes du projet. Il était emballé par le projet, par l'idée de faire quelque chose de carrément nouveau avec du vieux. Le balcon ici... Il dépasse de 6 pieds et fait 12 pieds. Qu'est-ce que c'est ces 4 panneaux-là? Ce sont des chariots qui viennent en dimension de 36 pouces par 72 pouces de long. Donc, à 10 $ l'unité, on en achète 6, 2 pour nos côtés et 4 pour faire notre pontage avec notre main courante ici. C'est magnifique, j'aime bien l'idée. La rencontre comme telle, c'est très bien pensé, surtout le côté de la ruelle et à l'arrière, à la cour. Il nous avait, dès le départ, pas mal donné carte blanche pour ces deux façades-là. Et sur le côté, il était emballé par le projet, emballé beaucoup par le travail de briques qui allait être fait. Excellent. Merci. Je vous laisse la copie. Vous mettez ça dans vos dossiers. S'il vous plaît, oui. Parfait. Merci. Et puis bonne chance. Merci. Au revoir. C'est bon. Aujourd'hui, c'est une étape importante parce qu'on a enfin reçu l'ambassadeur de la ville. Là, c'est quelque chose qu'on attendait puis qui était prévu dans nos plans. Yes, sir! Enfin! On l'a.
Et puis la ville nous a fait cette autorisation spéciale de nous donner un des lampadaires qu'elle ne peut plus utiliser parce qu'il est plus fonctionnel. Et donc nous, on l'a coupé en morceaux pour pouvoir le transporter parce qu'on avait l'idée qu'on voulait l'utiliser à 3 places différentes. On a transporté ces 3 morceaux, puis ça y est, là on va l'intégrer enfin à notre maison. Et ça c'est important parce que c'est vraiment un symbole de la ville, c'est pas quelque chose d'anodin du tout. Donc ce lampadaire, ça va nous permettre de retirer définitivement les dernières colonnes de soutènement au pied de la maison. Donc sur ce tronçon de lampadaire, on va en utiliser une partie au rez-de-chaussée, donc avec des platines en haut pour soutenir la poutre, qui se prolongera après à l'étage. Et donc ça va nous servir de pilier, quoi. Toutes les poutres maîtresses vont reposer sur ce lampadaire. Non, pose la main. Allez, tente pas le diable, C'est Dieu. Notre escalier, on voulait conserver l'escalier d'origine parce que c'est vraiment une belle pièce, puis relativement en bon état. Donc il n'y avait pas de raison de le changer, on n'avait ni le temps ni l'argent pour faire ça. Mais on voulait le déplacer parce qu'il était vraiment collé à l'entrée, là, puis nous, on voulait créer une petite entrée. On va finir de couper les clous, puis on va pouvoir enlever les pattes, prendre la corde, puis la descendre tranquillement. Vers moi, quoi? Non, le bas, c'est vers moi. Donc, on a dû renforcer quelques parties. Alors, tant qu'à faire, on l'a rendu indépendant, l'escalier, en le renforçant par l'arrière. Puis, comme ça, on a pu le déplacer. Les clous là, il nous reste les clous en haut au niveau du plancher. On va être capable de descendre avec ce morceau-là parce qu'on va tout désarticuler le haut de notre escalier. Il reste 3 clous que je peux pas attendre d'ici. On descend notre escalier. On la bouge, on la tasse, il faut aller isoler le mur, il faut remettre un mur coupe-feu par rapport à l'autre bâtiment. Donc on la ramène un peu par ici, on la pousse au fond, fait qu'on la descend pour refaire notre chevet en arrière. Puis elle est bien clouée. Attention à la charge en haut! Ouais. Puis c'était assez impressionnant parce que, je sais pas, moi j'avais pas l'idée qu'un escalier, on pouvait comme ça le transporter comme un objet. C'était vraiment assez impressionnant. On descend! Puis ça s'est passé en 10 secondes, après ça a été OK, on y va, on bouge, on était tous à tenir ça là, puis on l'a bougé comme une chaise là, comme une grosse chaise. Ouais, là je suis content. Notre escalier est descendu, on va pouvoir relocaliser vraiment l'intérieur. Là c'est comme l'extérieur, on est figé. Là, il nous reste à faire le gros le gros boom de l'intérieur. Là, ça va galérer. On n'a plus d'escalier. C'est génial. On sort de la structure, finalement. Enfin, on va pouvoir se concentrer sur un mandat intérieur. On est heureux. À la hauteur de Montréal, je ne reconnais plus le fleuve. Le Saint-Laurent, c'est plus en aval que je l'aime, quand il s'ouvre sur la mer. J'imagine alors ceux qui les premiers se sont engouffrés dans l'estuaire. Les Indiens des Premières Nations, Jacques Cartier et leurs suivants, avant même que Montréal ne soit un rêve de conquérants. Comme moi, ils ont eu le souffle coupé par tant de beauté. Mais parce qu'on ne voit que la force naturelle de ce fleuve, on oublie souvent son immense fragilité. Si je regarde un peu en amont de la ville de Montréal, où entre autres on puise les eaux potables, l'eau est d'une bonne qualité. Christian Gagnon, chercheur en géochimie des rejets urbains, Environnement Canada. Par contre, en aval, particulièrement près du point de rejet des eaux usées de la ville de Montréal, je pourrais dire que la qualité de l'eau se détériore beaucoup. Il ne faut pas oublier que l'usine de traitement des eaux déverse des milliards de coliformes fécaux quotidiennement dans le fleuve. Station d'épuration des eaux usées de Montréal. Le mandat général de la station, c'est d'intercepter l'ensemble des eaux usées du territoire de la ville de Montréal. On dessert à peu près 1,8 million de population. Richard Fontaine, direction de l'épuration des eaux usées, Ville de Montréal.
Sur une base annuelle, on va retirer au niveau des eaux usées ici 80 des matières en suspension et 75 du phosphore. Il faut se souvenir qu'il y a 20 ans, tout ce qui est retiré ici comme matière en suspension et comme phosphore se retrouvait directement au fleuve. Il n'y avait aucun traitement qui se faisait. Chaque jour, 7,6 millions de mètres cubes d'eau sont retournés au fleuve après avoir subi un traitement primaire. Cette eau pré-traitée contient encore des impuretés biologiques et chimiques. En 1999-2000, c'était le cas de plus de 82 % des eaux traitées au Québec. Les impacts environnementaux d'une eau non désinfectée sont multiples. On parle surtout de la vie aquatique au voisinage des panaches de dispersion de la Ville de Montréal. On peut parler en termes de changement de sexe pour certains organismes. On parle d'effets endocriniens. La Ville de Montréal songe à stériliser ses eaux usées d'ici quelques années. Des technologies aux rayons ultraviolets et à l'ozone sont à l'essai. Premièrement, au niveau de l'ultraviolet, à travers des fréquences particulières de lumière, l'objectif qui est visé, c'est de stériliser les bactéries, les coliformes, pour empêcher qu'ils se prolifèrent, tandis que l'ozonation, c'est un procédé d'oxydation qui vise à détruire ces bactéries ou ces coliformes-là. Au Québec, plus de 2000 établissements industriels et manufacturiers rejettent des eaux usées ayant un potentiel significatif de contamination pour l'environnement. 800 d'entre eux se trouvent sur l'île de Montréal. Il ne faut pas oublier que la Ville de Montréal a sur son territoire des centaines d'industries qui utilisent quotidiennement des métaux, entre autres pour le plaquage. Donc, ce n'est pas surprenant de voir que dans des eaux usées de la Ville de Montréal, on trouve des charges importantes en métaux lourds. De 20 à 30 tonnes de zinc et de cuivre transitent par la station d'épuration chaque année. Au-delà du simple traitement qu'il y a à la station d'épuration, simple tout en étant complexe, on va s'entendre, il en demeure pas moins que la Ville de Montréal a une stratégie intégrée là, au niveau du contrôle des rejets industriels, entre autres. Aujourd'hui, on retire à peu près 50 % des métaux lourds que l'on retrouve dans l'eau à l'arrivée, ce qui est déjà un gros plus par rapport à ce qu'on connaissait auparavant. Par contre, il reste encore beaucoup de travail à faire au niveau des substances qu'on dit émergentes, qu'on connaît moins ou qu'on est moins habitué de quantifier. Comme tout de suite, il me vient à l'idée les pharmaceutiques. On connaît très bien les effets chez les humains, mais qu'est-ce qui arrive pour un organisme aquatique qui est quotidiennement exposé à ça? Et cette substance pourrait modifier certains mécanismes qui lui permettent de survivre dans le milieu. Lors de pluies abondantes, la station ne suffit plus à la tâche. De façon générale, sur une base annuelle, on intercepte 99,6 % des eaux usées qui sont générées sur le territoire. Lorsqu'on a des épisodes de pluie sévères, et là on parle d'à peu près 0,4 % du temps sur une base annuelle, à ce moment-là, on atteint la capacité maximale de traitement de la station et l'excédent, on va devoir le rejeter à la rivière ou au fleuve sans qu'il soit traité. Ici, 300 personnes travaillent 24 heures par jour, 7 jours par semaine à faire fonctionner cette usine-là. C'est important pour nous aujourd'hui, c'est important pour les générations futures. L'eau est une ressource qui est extrêmement précieuse. On doit l'utiliser de façon parcimonieuse pour 2 raisons. Un, ça coûte de l'argent pour pouvoir l'utiliser. Ça coûte également de l'argent pour pouvoir la traiter. Et plus on peut la traiter facilement, plus on retourne une eau de qualité au fleuve et à la rivière. Et là, on parle de l'héritage collectif des générations futures. Vous savez, au Québec, on est un peuple d'eau. On est un peuple d'eau qui est uni par le Saint-Laurent. Il faudrait qu'on soit exemplaire au niveau de l'eau. Il faudrait qu'on puisse donner l'exemple au monde en termes d'une population qui a su culturellement
comme l'ont démontré les artistes sur ces questions-là depuis des années, prendre la pleine mesure des privilèges qu'on a d'avoir cet accès à l'eau et s'en occuper. On va refaire notre ligne de niveau par rapport à notre mur qui s'en vient ici. Tu vas tasser d'à peu près 2,5 cm de cette ligne. Puis on va reprendre la mesure jusqu'à la coupe qu'on fait. On va contre-vérifier notre coupe. Tu vas mettre une marque à 38. Fait que ça, c'est notre ligne de coupe. Le chevet va venir se déposer dessus ici tout le long. C'est bon? On est bien comme ça. Fait que tu vas me couper ça ici. Puis après ça, on va rapporter cette ligne-là, puis on va venir se plaquer tout de suite le nouveau chevet en bas. Ce qu'on voulait faire, c'est qu'on voulait un peu reculer l'entrée, faire une sorte d'alcôve pour arriver dans la maison, pour protéger un peu des intempéries, faire une sorte de petit sas avant d'arriver. Puis ça a été un peu compliqué parce que pour des raisons de structure qui étaient vraiment complexes là, parce que ça aurait fait déplacer l'escalier un peu plus en arrière. Donc finalement, on a fait ça, mais c'est assez visuel. On a déplacé une toute petite profondeur. On enlève toute la vieille structure de porte pour l'entrée. On a notre design, on a les mesures. On peut commencer à remettre le mur de structure qui reprend la charge au niveau de l'avant. Donc moi, j'enlève les portes pour commencer à faire tout ce qu'on appelle le frame, la structure ossature bois, pour pouvoir plaquer nos portes à l'intérieur, mais surtout reprendre les charges pour l'instant. Sur les plans, ça devait être un vrai sas. Maintenant, c'est plus pour figurer cet espace, c'est-à-dire ça casse comme ça le plan de la façade. Mais visuellement, c'est ça qui s'est passé, c'est que la porte est plus au niveau de la façade, elle est un petit peu en retrait. Ça nous a permis, c'est de gagner une entrée qui est un petit peu plus spacieuse. On ne bute pas sur l'escalier en rentrant, donc ça fait un espace de circulation dans l'entrée. L'organisme Vivre en Ville a parcouru les grandes villes d'Amérique et d'Europe afin de recenser des initiatives exemplaires dans le domaine du développement durable. Quand on parle de gestion des eaux de ruissellement, c'est pour contrer l'effet des grandes surfaces imperméables. Parce que dans les villes, on a multiplié les surfaces imperméables. Il n'y a pas juste les rues, il y a les toits de maisons, il y en a partout. Donc, toutes ces surfaces-là, lorsqu'il pleut, l'eau se retrouve rapidement dans les égouts pluviales. Jérôme Vaillancourt, directeur général, organisme Vivre en Ville. Quand on veut gérer les eaux de pluie, il y a différentes façons. Par exemple, Fribourg, autant les grands ensembles immobiliers que les petites résidences ont des bassins de rétention, puis l'eau de pluie qui arrive du toit s'en va en sous-sol. Il y a un petit traitement qui est fait, puis cette eau-là est réutilisée pour les toilettes et pour laver la vaisselle ou laver les vêtements. Comme Augustenborg, entre autres, c'est hyper intéressant. L'eau est gérée à ciel ouvert. Ils ont voulu montrer aux gens c'est quoi le parcours de l'eau dans un projet résidentiel. Donc l'eau descend des toits, il y a des rigoles qui circulent partout sur le terrain. Puis là, les rigoles deviennent des petits canaux, puis les petits canaux deviennent des grands bassins de rétention. Ce qu'on veut, c'est réduire l'impact en bout de ligne. C'est-à-dire, on ne veut pas qu'il y ait trop d'eau qui arrive en même temps à l'usine de traitement des eaux usées. Puis comme c'est une eau qui n'est pas polluée, on la fait traiter sur le terrain. Il y a des plantes qui font un peu d'épuration. Puis après ça devient un agrément aussi pour l'ensemble des résidents, parce qu'il y a des canards, il y a des petits animaux, mais il y a aussi la quiétude des lieux qui s'en trouve améliorée. On a choisi un système assez simple pour vraiment venir renforcer nos poutres de toiture. Alors, on est à l'étage de notre petite maison et ici, on est en train de travailler la structure du toit. Il y a des 3x3 qui ont été posés pour venir renforcer les fermes existantes. Et par-dessus, on pose des morceaux de plywood, des mouchoirs qui vont venir solidifier la charpente de toiture.
Ce système-là, ici, travaille en continu, il répartit super bien la charge un peu partout. De plus, ces mouchoirs-là, qui ont été découpés et fabriqués par May, consolident nos 3 éléments ensemble. On renforçait cette structure pour pouvoir venir isoler cette surface qui n'était pas isolée auparavant. Et donc, il y aura une accumulation de neige pendant l'hiver et il faut venir solidifier le tout. J'ai fait une petite liste, j'en ai un sacré nombre. J'en ai quelque chose comme, là j'en ai 270, puis 36 et encore 108. Donc là je suis en train de démarrer, j'ai peut-être fait les 100 premières. Et je crois que j'en ai pour quelques temps à faire ça. Donc j'essaie d'accélérer un peu la cadence, mais ça prend du temps. Toujours des belles choses. Ouais. On est chez Urban Recovery, recouvrement urbain à Montréal. C'est un endroit qu'on avait visité auparavant. On avait trouvé 6 fenêtres thermos qu'on avait mis de côté, qui vont servir pour la façade de la ruelle et la façade arrière. T'as vu tous ces bancs d'église là? On a l'auto de Communauto encore et puis on va repartir avec ces fenêtres-là, peut-être en 2 voyages, probablement, pour les ramener. 1, 2, 4. Non, les autres sont là. 5, 6. Voilà. Ce qui nous manque, ce sont les fenêtres de la façade avant. Étant donné que c'est des ouvertures existantes, il faut vraiment trouver des fenêtres qui vont venir remplir ces trous-là. Mais jusqu'ici, tout va bien, non? C'est un peu plus difficile. Ici, on a un coin. Pour les 6 fenêtres qu'on a pris, on en a eu pour 690 $. Mais bon, elles sont thermos et on a eu du mal à trouver les fenêtres thermos. Elles ont une grande taille, la guillotine marche. Alors ça, c'était vraiment... On a pas mal réfléchi puis on s'est dit non, celle-là, on les prend quel que soit le prix. Donc on a pris ça. Ça fait une grosse partie déjà du budget qui est parti. Équipement AEA, Châteauguay, rive sud de Montréal. Voilà. Ok, elles sont là. Ah, puis les deux sont ensemble, ils ont démonté, c'est bien. Alors, on est chez AEA Démolition. On était venus il y a quelques semaines, May et moi, et on avait repéré des fenêtres en demi-cercle qu'on avait mis de côté. Super. Ouais. Et puis, on est venu les chercher aujourd'hui. Et en venant, on a fait le tour encore parce que quand même, les matériaux, ça va, ça vient, ça bouge tout le temps. Alors, on a récupéré ces fenêtres-là, mais on a aussi trouvé des comptoirs en inox. C'est pas pire, ça. Non, il n'y a pas trop de bosses ni rien. Non, ça vient avec des araignées en plus. Bah, c'est bien. Ouais. Ça fait une petite famille. C'est ça. Regarde, celles-là, elles ont l'air pas mal. On a combien de budget? Je crois qu'on va négocier, là. On a aussi récupéré des portes, possiblement pour l'entrée. 2 portes qui sont super belles. Toi, tu saurais faire ça? Ou est-ce qu'il faudrait qu'on trouve un cadre qui correspond? Il n'y en a pas, là. Ces portes-là, on nous dit que ça provient d'une démolition. Alors, on espère pouvoir en récupérer d'autres parce qu'il paraît qu'il y en a d'autres qui vont peut-être arriver bientôt. Oh, c'est pas léger. Fouet. Bilan budgétaire d'aujourd'hui, il y a pas mal d'argent qui est parti. On avait nos fenêtres, nos portes et nos comptoirs en inox. On a mesuré la largeur? Pas du tout. Bah, ça passe pas. Ça passe pas. Ça passe pas. Les portes, c'était 100 pièces chaque. Donc pour l'instant, 2, ça fait 200 $, mais s'il y en a 4, ce sera 400. Et puis les fenêtres, c'était 55 $. Le point positif, c'est que les comptoirs en inox, on les a pas payés. Ça, c'est un petit souffle d'air dans la journée. Parce qu'on avait acheté tellement de choses que il nous a donné ça, alors ça, c'est une bonne nouvelle. On a fait aujourd'hui notre dernière cueillette avec l'essence qu'on avait. Là, c'est terminé, le plein est fini. Puis maintenant, on va se creuser la tête pour trouver d'autres solutions. Mais c'était comme la dernière chance qu'on avait de rapporter des choses un peu lourdes puis d'un peu loin. Décidément, une surprise n'attendait pas l'autre.
la fin des réserves d'essence placera bientôt les citadins aux portes d'un monde inconnu de la plupart d'entre nous. Et avant même d'envisager des solutions, l'inévitable question surgirait. Avons-nous un plan B lorsque l'essence viendra à manquer? La réponse n'est qu'une formalité. On fait le tour de notre future ouverture de fenêtre, on enlève tous les clous, pour après passer à la scie HL, ouvrir ça et mettre enfin nos fenêtres. Lors du prochain épisode, les citadins commencent à voir la lumière au bout du tunnel. Vincent met une nouvelle fois ses talents de soudeur à contribution. Lui, il est très autonome en soudure, il fait tout ça lui-même. Et le manque d'essence oblige les citadins à trouver des solutions originales. D'ici là, l'expérience se poursuit sur le web.